Bonjour Georges, Bonjour Pedro. comment vas-tu aujourd'hui? Oui, très bien. Il ne pleut plus, il fait beau, il y a un beau redoux, non? Non, c'est exagéré. Dans cette chaleur tropicale Même très exagéré. de la France métropolitaine, euh, plus sérieusement, on va commencer aujourd'hui sur un sujet. Bon, on parle beaucoup d'industrialisation, de désindustrialisation, et on découvre. Alors, il y avait une très bonne chose, l'armée française continuait d'acheter ses uniformes à des entreprises françaises. Mais voilà, comme tout va à volo, qu'est-ce qu'on découvre? C'est que l'usine française, Made in France, qui faisait des bons uniformes, etc., eh ben, ils perdent le contrat. Et donc, ça va fermer l'usine. Et donc, probablement, il n'y aura plus d'uniformes Made in France. Donc, Et pourquoi il qu'est-ce passe que de tu... contrat? Alors, on va creuser. Ben, perte du marché public. Ce marché représentait quasiment la totalité de la production du site calaisien d'entreprise. Et donc, pourquoi l'appel d'offres a été remporté par le groupe Paul Boyer qui fait appel pour une partie de sa production à une usine basée où? À Madagascar. Et j'ai pas envie de m'énerver ce matin, tu vois. Donc, c'est, c'est, c'est. Je pense que alors, je vais être très vulgaire. Désolé. En France, on a réussi. Nous, on est pour le French Buy Act. C'est du moins sur le modèle du American Buy Act. Et nos gouvernants ont réussi à créer un truc. C'est le French Fuck Act. C'est-à-dire, je suis désolé, c'est on fait à chaque fois pour niquer la France. Voilà. Je suis désolé pour la vulgarité. Veuillez m'excuser pour ce dérapage contrôlé. Mais c'est ça, c'est pas possible. Comment on peut donner un appel d'offres pour les uniformes de l'armée française à une entreprise qui va fabriquer à Madagascar? Madagascar, on importe pas. Même en Belgique, ce serait un scandale. Mais quand même, je veux dire, à un moment, c'est on dirait, je veux dire, c'est plus un niveau d'incompétence là. Je suis désolé, je m'énerve. Alors je te laisse, je vais me calmer, tu vois, parce que mais t'as envie de choper le mec du jury là qui a validé cet appel d'offres et de leur faire manger des trucs pas ragoûtants. Voilà. Eh, bonjour à tous. Je vois le fil. Certains posent la question légitime, Watu et tout, est-ce que c'était trop cher? Bien évidemment, si c'est produit à Madagascar, ce sera moins cher. Ou alors, les bénéfices seront augmentés pour l'entreprise qui fera les ventes en exploitant le travail euh, de la misère, parce qu'à Madagascar, les salaires sont très très faibles, et des très très gros problèmes, y compris régulièrement de famine, et aussi de viols en série, parce que c'est un endroit où toute une série de monsieur qui aiment bien les enfants en dessous de 18 ans vont pour assouvir leurs besoins criminels. Bref, Madagascar, c'est pas franchement la panacée en termes de droits sociaux. Donc oui, ça, mais et effectivement, euh, quelqu'un a écrit que euh, Jean-Pierre Leroux, c'est aussi une faute des dirigeants. Non, Pedro, c'est la loi du marché. Oui, c'est la loi du marché. Et c'est bien tout le problème avec l'Union européenne. Si le marché est ouvert, qu'il n'y a aucune politique protectionniste, et qu'on est en, en logique de libre-échange, comme on est dans l'Union européenne depuis maintenant plus de 40 ans, eh bien, il ne peut y avoir qu'une conséquence, la délocalisation et le chômage en France, la perte de compétences en France, donc délocalisation industrielle. Ça sera toujours moins cher ailleurs. Il y aura toujours du moins-disant social, il y aura toujours du moins-disant écologique. Et donc, si on joue aux lois du marché dans ce contexte-là, on ne peut pas gagner.
On peut pas avoir mais ouais, ce n'est pas pour rien que les Chinois, ont des lois protectionnistes. C'est pas pour rien que les Russes ont des lois protectionnistes et ce n'est pas pour rien que les Américains ont des lois protectionnistes extrêmement sévères et qui vont les aggraver avec Donald Trump. On en a parlé ici. L'objectif des taxes, des tariffs, des mais c'est clairement dit, et je pense que de ce point de vue-là, il a raison. C'est réindustrialiser les États-Unis. Il n'y a pas, tant de moyens que ça. mais jamais les Américains, feraient fabriquer leurs uniformes ailleurs. Non, mais ça, c'est encore autre chose et comme tu l'as, C'est dit, une question aussi patriotique, tu vois? C'est-à-dire que c'est des oui, c'est une symboles. question patriotique, mais tu l'as dit Pedro, et donc ça permet de répondre à ce qui, certains qui échangent dans le fil. Les Américains, pour les entreprises d'État, qu'au niveau fédéral ou au niveau des États, de chacun des États, ont un Buy American Act. C'est une obligation d'achat américain pour tout ce qui est de l'ordre, du public. Mais la loi est assez simple. S'il y a sur le territoire américain une entreprise pouvant fournir ce qui est demandé, elle est euh, automatiquement choisie, privilégiée. Voilà. S'il n'y a pas, alors on peut se tourner vers autre chose. Quel est l'effet? Bah, c'est une loi protectionniste. Ça protège de manière sûre, même si c'est un peu plus cher, les industriels américains. Et bien évidemment, sur les uniformes, c'est ce qu'il faudrait. D'ailleurs, quand on était, enfin, en tout cas, à la République souveraine, c'est ce qu'ils proposent. C'est ce qui est proposé à la République souveraine. C'est qu'il il y ait une obligation d'achat français, puis une obligation d'achat européen, puis après, on verra, hein, pour protéger les entreprises. Et en particulier sur les uniformes. Il y aurait énormément d'uniformes. D'ailleurs, on est aussi pour l'uniforme à l'école, mais évidemment, nos soldats, les uniformes des écoles, les uniformes, que sais-je, des services de transport comme la RATP, et ainsi de suite, c'est 20 à 25 000 emplois dans l'industrie textile garantis en Mmh. France. Voilà. Et en plus, ça évite que la balance commerciale ne s'aggrave, parce que la balance commerciale va à nouveau s'aggraver, parce qu'à chaque fois qu'il y a une délocalisation, ça s'aggrave. Alors, il y a un point aussi qui est important, dans le cas de cette usine et moi je pense beaucoup, c'est que la majorité des salariés, de cette usine étaient des femmes, dans une région, du moins sont des femmes, dans une région sinistrée de l'emploi. Donc, des femmes qui ont souvent fait toute leur carrière dans, cette usine-là et dont, on malheureusement, il va pas y avoir de débouchés et c'est dingue parce qu'en plus Bah, alors c'est ce qu'on avait dit hier, Pedro. Enfin non, hier, mardi. mmh, C'est quasiment 4 points de hausse du chômage, mmh, 4%. Et on avait fait un travail là-dessus aussi. C'est les 150 000 annonces supplémentaires de licenciements sur les plans sociaux massifs déjà de l'année dernière. Donc oui, évidemment, ceux qui vont perdre leur travail dans des zones déjà en tension en termes d'emploi, où ça se désindustrialise, ils ne vont pas retrouver d'emploi. ce qui est sûr, c'est que voilà, on a une pensée pour ces salariés. Alors certains ont dit: «Oui, mais heu, ces entreprises, avoir un seul client et cetera». Bah, le problème, c'est qu'en France, il y a qu'une seule armée, hein, donc quand tu fais des des uniformes pour l'armée, bah, compliqué. Alors tu as l'armée de l'air, l'armée de terre, la marine, mais c'est on est d'accord que si on est une entreprise diversifiée et cetera, dans le cas des fournisseurs pour les marchés publics, c'est souvent très dur pour eux d'avoir plus d'un client. En particulier, certaines exigences d'appel d'offres et cetera. Donc c'est vrai qu'il faut, je peux comprendre, tout ce qui est dit, mais dans tous les cas, la aujourd'hui, pour l'avoir vu, dans les jurys d'appel d'offres, le premier critère, c'est le prix et vous vous rendez même pas compte parfois à quel point c'est pour des choses infimes. C'est-à-dire que 3 il y a un des grands, on va dire, des grands comment ça s'appelle? Techniques de certains, parasites d'appels d'offres, c'est
ils laissent des entreprises très qualifiées, participer à l'appel d'offres et cetera et ils copient exactement le même dossier en mettant 10 moins cher. Même s'ils ne savent pas comment faire, juste pour prendre et généralement 2-3 ans après, les mêmes entreprises disent: «Ah, c'est compliqué, les coûts ont augmenté» et ils demandent une rallonge parfois de 15 à 20 ce que le premier candidat, celui qui demandait un prix plus cher, ne demande jamais et c'est arrivé tellement de fois et personne n'est jamais sanctionné. Parce que autant ceux qui valident l'appel d'offres et ça aussi, il y a une responsabilité. Ceux qui valident l'appel d'offres disent: «Ah mais nous, on pouvait pas savoir», alors que bon, vu l'historique, quand même, ils pourraient et de l'autre, ceux qui disent: «Ah bah, les coûts ont augmenté, on avait mal calculé le budget», ne sont pas sanctionnés et dans les 2 cas, c'est ce qu'on dit à chaque fois: privatisation des profits et nationalisation des pertes. Ouais. Donc il y a Fred Krum qui nous écrit, «Question textile dans la région lyonnaise, on avait pas mal d'entreprises qui faisaient des vêtements de travail, notamment effectivement. Maintenant ce sont, des entrepôts et les usines de confection disparaissent. L'emploi avec, la compétence avec». Hem et Marco nous écrit: «C'est l'armée industrielle de réserve pour France Travail», comme le disaient Marx et Engels. Effectivement. Voilà, donc délocalisation. Mais nous pensons que là, il faut une proposition active qui est non, il faut que l'armée, parce que c'est l'armée française et on peut considérer que c'est stratégique, parce que ça l'est, doit être équipée en France. Ça fait de l'emploi en France et ça améliore la balance commerciale. Point barre. Et tant pis pour l'Union européenne et ses règles absurdes, forçant à jouer la loi du marché dans un contexte où aucune entreprise française ne peut gagner. Alors un autre sujet, Georges, il y a pas mal de choses qui bougent sur, les hydrocarbures. En particulier, l'Allemagne. L'Allemagne qui a décidé de, réimporter, du GNL directement de Russie. Donc effectivement, heu, on voit que ça laisse sous-entendre que certains actent déjà une fin du conflit ou une levée des sanctions ou une renormalisation des relations avec, la Russie et de l'autre, il y a la Chine et l'Inde, puisque le cours du pétrole a pas mal bougé, qui, justement importaient via des bateaux, alors c'est ce qu'on appelait la flotte fantôme ou ouais, beaucoup de termes C'est employés. ce qu'on appelle la flotte fantôme. Tout à fait. Parce qu'à chaque fois que je pense à la flotte fantôme, je pense au Star Wars numéro 1, la menace fantôme, tu vois? Et je trouve que le nom est un peu bizarre, mais bon, c'est peut-être Jack Sparrow conduit cette flotte fantôme. Mais oui, non, c'est vraiment le terme à employer et donc on voit que ça a beaucoup bougé, que les Américains sont en train de chasser justement, ils essayent de faire feu de tout bois pour, essayer, d'empêcher la Russie de pouvoir exporter, son GNL. Mais quand on voit la décision de l'Allemagne, on peut se poser la question, de l'efficacité de tout ça et qu'il semble que même si là, on est passé sous Trump, la politique américaine sur ce coup-là n'a pas du tout changé. Donc peut-être toi tu as quelque chose à dire, là-dessus, mon cher Georges? Sauf que je perds, non, ouais, pardon. Heu, Ce qui est intéressant, c'est que vous avez entendu Donald Trump, dire qu'il fallait absolument que l'OPEP baisse le cours du pétrole et ça arrêterait la guerre. Mmh, plusieurs problèmes à cela. C'est que ce n'est pas original, ça a déjà été demandé par Joe Biden et par 3 fois ça a été refusé puisqu'il y a une forte alliance entre l'Arabie saoudite et la Russie qui sont membres de l'OPEP+, pour, augmenter, réduire la production, ce qui mécaniquement augmente les prix et ce dont sont très contents tous les producteurs de pétrole. Alors il faut savoir que Arabie Saoudite, non pardon, Russie plus Iran plus Venezuela, on est à quasiment 28% de la production mondiale. Donc quand les États-Unis se proposent de bloquer ou d'interdire 28% de la production mondiale, l'effet mécanique en économie, ce que Trump devrait un peu connaître, c'est que cela augmente les prix plutôt que ne les baisse. On ne comprend pas très bien sa logique,
ou alors il faudrait exiger de l'Arabie Saoudite qu'elle produise tellement, qu'elle vide ses réserves qui sont déjà, le pic a été atteint, heu, pour, heu, pour baisser le prix, donc gagner moins pour que les occidentaux en profitent. La logique n'est pas complètement évidente. Même problème pour le Nigeria. Bref, tout un tas de pays qui sont très contents de vendre à un très bon prix, leur pétrole. Heu, l'autre problème, c'est que les États-Unis gagnent énormément d'argent, en, vendant leur propre pétrole et leur propre gaz naturel. Or, cela ne fonctionne, je parle de par exemple de pétrole bitumeux, ça ne marche que s'il y a un certain coût au baril, sinon, c'est pas rentable et c'est une extraction, à perte. Et donc, les producteurs, américains n'en voudront pas. On comprend pas très bien cette logique. Et puis, de toute façon, les accords signés avec, l'Inde et la Chine sont, structurels, portent sur de nombreuses années et ce sont des nations, très puissantes, en termes de population, économiquement, alliées, membres des BRICS. Donc ça va être très, très, très compliqué de mener une guerre à heu flotte, fantôme, d'autant plus que les BRICS, on vous l'avait expliqué, quand on était à la Kazan, ont mis en place un système de réassurance pour, en lieu et place des assurances, occidentales, en particulier de la Lloyd's, sur les navires, qui font que le problème de l'assurance ou pas de ces navires sera, à terme réglé. Donc en fait, on constate qu'il y a assez peu de moyens de pression de la part, des occidentaux et qu'il y a un désir de pression. Et ça, c'est assez intéressant. Le désir, heu heu, le désir de pression. Voilà, où on en est, sur cette question-là. Hem Et ce qui me semble, c'est que les États-Unis pataugent un peu, quant à, leur possibilité d'avoir un effet levier sur le pétrole russe. Mais alors justement, par rapport à ça, on voit qu'il y a énormément, de gesticulation, hein, partout, hem, aux États-Unis, sur cette question justement aussi en mettant, pression sur l'Union européenne pour on achète plus de GNL américain. Heu, est-ce que Sauf c'est que pas un tu as peut-être, remarqué, je crois que je t'ai fait suivre Pedro, l'Allemagne vient d'autoriser l'importation supplémentaire de GNL russe. tout à fait, non mais c'est ce que je disais au début. Donc Heu, c'est amusant. le Est-ce que c'est pas un aveu de faiblesse justement? Parce que derrière toutes ces gesticulations des Américains, on a l'impression ils font feu de tout bois, le Groenland, le Panama et cetera. Ça semble pas très serein. On a l'impression que ça tangue quand même très fortement chez eux. Bah, ça tangue totalement. On apprend, par le Financial Times que l'Union européenne, madame von der Leyen, hein, et madame Kallas, sa ministre des Affaires étrangères, qui est plutôt une ministre de la guerre, que l'Union européenne envisage de reprendre ses achats de gaz russe dans le cadre d'un éventuel accord de cessez-le-feu en Ukraine. Ça, c'est le Financial Times qui nous dit ça, et que des responsables politiques d'Europe de l'Est, d'Europe centrale, allemands, sont très favorables à cette idée. Et donc, on est passé de reconquête des territoires perdus par l'Ukraine, c'est l'accord de coopération militaire, par exemple, entre la France et l'Ukraine, ou entre le Royaume-Uni et l'Ukraine. En train de fuir. On est passé de l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN à un cessez-le-feu pour que les Russes puissent vendre le gaz que les Européens, eux, ont bloqué et que l'Ukraine vient justement de bloquer. Bon, qu'est-ce que ça dit? C'est que ça montre une direction de l'Union européenne et de l'Ukraine en panique totale. Il y a littéralement
ils disent à la Russie: «On n'a pas de solution, et ce qu'on vous propose, c'est que vous puissiez vendre votre gaz naturel, sachant que de toute façon, les Russes vendent du GNL et qu'en vendant moins de gaz, ils gagnent plus d'argent». C'est assez extraordinaire comme configuration, donc il y a aucun effet de levier sur la politique russe et ils leur demandent en échange un cessez-le-feu. Cessez-le-feu qui est le plan, entre guillemets, le plan initial de Trump qui avait filtré au New York Times et dont vous avez parlé ici, c'est de geler le conflit sur la ligne de front actuelle, cesser le feu afin que l'Ukraine puisse se renforcer et que la ligne de front soit protégée par des troupes franco-britanniques. Bref, on avait débunké en montrant que c'était complètement absurde, et puis surtout que la Russie ne l'accepterait jamais. Donc on est dans une situation de panique, en fait, de panique au niveau des gouvernants européens qui Mmh. ont besoin de ce gaz et qui sont mis dans une situation et de ce pétrole, qui sont mis dans une situation assez compliquée et incompréhensible. C'est en même temps, ils veulent taxer, en même temps, ils veulent faire la traque à la flotte fantôme, mais en même temps, ils veulent en acheter. Oui, mais ça, si on n'est pas d'une schizophrénie près, hein, Non, mais là, c'est une schizophrénie très, très grave et c'est une schizophrénie qui, elle, a des conséquences sur nos industries. mmh, Euh, et, euh, et comme on s'est mis de facto en conflit avec les Russes, bah, ça fait beaucoup rire le Kremlin. C'est-à-dire mmh. que Alors, eux, Marie-Laure ils ont trois effets de levier, on n'en a aucun. Marie-Laure pose la question: «L'Arabie Saoudite se rapproche-t-elle sérieusement des BRICS ou est-elle un sous-marin ou un œil de Moscou?» Faut comprendre un truc, l'Arabie Saoudite s épuise ses réserves de pétrole. Elle va devoir se diversifier. Elle va devoir, si elle veut continuer à rester un pays riche et cetera, se réinventer et comme, bah, les réserves diminuent, à un moment, ils savent très bien qu'ils sont beaucoup moins intéressants pour les occidentaux qu'ils le sont aujourd'hui. Donc c'est normal qu'ils ouvrent des nouvelles voies. On l'a vu, c'est les Émirats ont été les premiers justement à diversifier, à utiliser la manne du pétrole parce que pendant très longtemps, ils c'est les pays du Golfe utilisaient le pétrole, achetaient des voitures, se payer des villas de luxe et cetera et des nouvelles, générations de dirigeants se sont rendus compte qu'il fallait peut-être quand même investir dans des trucs. C'est comme ça que Dubaï est arrivé, du moins qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été faites et je pense que l'Arabie dans mon cas, alors peut-être tu as une autre vision, genre, l'Arabie Saoudite est dans cette logique-là de penser à l'après, c'est-à-dire de se projeter. Oui, mais en dehors de l'après, effectivement, tu as raison, il y a se projeter, mais il y a le maintenant. Oui, Et le maintenant, c'est un, heu heu, Ben Salman, le dirigeant de l'Arabie Saoudite, n'a pas envie de se retrouver dans une situation où ses avoirs pourraient être gelés dans les banques centrales américaines. Et c'est l'effet, 2e effet qui se coule, très, très mauvais pour le dollar et l'euro que d'avoir gelé les avoirs russes. On lui a déjà fait beaucoup de reproches légitimes. Il n'a pas aimé parce qu'elle venait des États-Unis. Quand il a découpé un de ses opposants, certes frère musulman, mais il a découpé un petit bout dans son ambassade en Turquie. Il n'a pas beaucoup aimé la remarque de Donald Trump et pardon, de Joe Biden, et ça l'a un petit peu inquiété. On sait très bien il y a eu des plans à la CIA de découpage de l'Arabie Saoudite en fonction des intérêts américains. Ils n'ont pas du tout envie de se retrouver avec une révolution de couleur teintée d'islamisme dans leur propre pays. Et puis surtout, le premier acheteur de pétrole saoudien, qui est-ce? C'est la Chine, les premiers clients de l'Arabie Saoudite. Et déjà, l'Arabie Saoudite, même s'il n'est pas rentré dans les BRICS, puisque finalement, puisque c'est la question posée, elle devait être un des 10 dans les BRICS. Finalement, à Kazan, ils sont restés en observation, alors qu'au sommet d'Afrique du Sud de 2023, d'août 2023, ils avaient annoncé qu'ils rentreraient dans les BRICS. Donc il y avait quand même des fortes pressions occidentales, et puis ils jouent sur plusieurs, ils ont raison, hein, ils jouent sur plusieurs tableaux, l'Arabie Saoudite, mais quand même, ils sont là, et ils ont déjà, par 3 fois, se sont mis d'accord avec Vladimir Poutine au sein de l'OPEP+, pour, comme j'ai dit tout à l'heure, réduire la production, ce qui augmente les prix du baril, malgré les demandes occidentales, malgré les demandes de Washington et de Bruxelles. Et puis,
Hem, j'ai perdu le fil de mon idée. Donc ils ont ils ont réussi à ils ont fait cet accord-là. Ah oui, et puis ce sur quoi ils se sont mis d'accord, c'est la vente du pétrole, d'ailleurs comme le Niger, en, monnaie nationale. C'est ce qu'ils font avec leur premier client, la Chine. Donc ils ne sont pas formellement BRICS à front, puis de toute façon les BRICS ne sont pas un bloc comme l'OTAN, c'est pas une alliance militaire, c'est un espace de coopération, de résolution des conflits et d'échanges commerciaux, et en cela, ils sont très, très largement, dedans. Voilà. Et donc, bon, et puis comme le disait Fred Krum, c'est un problème de dissonance cognitive. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. On ne peut pas en même temps traquer une flotte, empêcher le commerce, bloquer la Russie et vouloir acheter en même temps, par d'autres biais, son pétrole et son gaz. C'est absurde. Et de toute façon, comme ça a été aussi écrit, en rappel de Jean Covici, je ne sais pas qui l'a écrit dans le film, le Jean-Marc Pichand, euh, l'économie, c'est de l'énergie transformée. On ne peut pas faire ça. Et comme l'avait dit Jean, je me souviens, c'était Jean Covici qui l'avait dit, c'est pas un pro-russe, c'est pas un géopoliticien dans ce sens-là. Tout au début, on lui avait posé la question, est-ce que on peut se passer du gaz, du pétrole russe? Il a dit, mais comment voulez-vous que ce n'ait pas d'effet de se priver de 30% des apports d'énergie de l'Europe? Voilà, c'est QFD. Et oui et d'ailleurs, pour répondre à Marie-Laure, le parce que vous posez la question, du positionnement de l'Arabie Saoudite, il faut savoir que les pays n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Donc le fait que certains pays jouent, plusieurs partitions en même temps, c'est courant dans l'histoire et voilà, ça fait partie du jeu et chacun se positionne en fonction de ses intérêts du moment et c'est comme ça qu'il y a pas si longtemps, on considérait que les djihadistes en Syrie étaient de nos ennemis mortels et maintenant c'est nos meilleurs amis. Voilà, c'est malheureusement, la géopolitique est souvent très cynique. Alors, justement, on parlait du conflit, Et Marie-Laure qui nous écrit, il y a quand même un trio israélien, saoudien, djihadiste c'est à ça américain que je qui est depuis répondais. 5 ans. Voilà. OK, bah, comme tu l'as pas dit. Oui, oui, non, mais c'était Et oui, non, la situation enfin, c'est très compliqué. Les Syriens sont quand même soutenus par les frères musulmans et par la Turquie. L'Arabie Saoudite combat les frères musulmans. Encore une fois, Khashoggi était frère musulman. Euh, mmh, il y avait cette histoire de pipeline du Qatar passant par l'Arabie Saoudite, mais surtout par la Syrie, qui est une des causes du conflit en Syrie. Euh, c'est pas sûr qu'il soit complètement aligné. Et puis maintenant, l'Arabie Saoudite a déclaré clairement qu'il n'y aurait pas d'accord avec Israël tant qu'il n'y aura pas d'État palestinien. Donc, mmh. les accords d'Abraham vont être beaucoup plus compliqués à signer qu'ils ne l'ont été. Alors, avançons sur le sujet. Alors, on va revenir sur la question, du conflit en Ukraine parce que justement, heu, l'Union européenne. Alors parce que, on est toujours drôle nous, en fait, je trouve dans ce qu'on propose. On propose d'interdire l'aluminium, ça mais aussi les consoles de jeux vidéo dans le cadre d'une nouvelle sanction contre la Russie parce qu'il paraît que c'est grâce aux manettes de Xbox que les soldats russes qui, en ayant mis des pièces de machine à laver dans leurs drones, arrivent à défaire complètement les armes occidentales. Bon, heu si vraiment les armes occidentales sont défaites par des drones faits avec des pièces de machine à laver et contrôlées par des manettes Xbox, je pense qu'on mérite cette humiliation. Je dis ça, je dis rien. Mais plus sérieusement, on voit qu'ils savent plus quoi inventer. Heu, Qu'est-ce que toi tu as à dire là-dessus, Georges? Voilà, ouais, donc c'est le nouveau paquet de sanctions de l'Union européenne. Encore une fois, la même Union européenne qui, selon Financial Times, propose un cessez-le-feu pour qu'on puisse reprendre l'achat de gaz russe. Bon. Les mêmes en même temps, hein, comme dit Emmanuel Macron, donc dans une incohérence totale, se propose de mettre en place un nouveau paquet de sanctions. Mais il faut bien comprendre que la Russie a des sanctions qui n'ont jamais été mises en place historiquement. C'est absolument colossal et n'a pas eu l'effet escompté. Donc, ce n'est pas les sanctions marginales maintenant qui auront un effet euh,
enfin l'effet escompté, au début de ces sanctions, à savoir l'effondrement et la mise à genoux de l'économie russe. Donc voilà, stopper, les importations d'aluminium, et là, c'est toujours la même chose et là, pour le trouver où? Parce que c'est un marché qui est pas, bah, qui comme le reste est tendu, donc c'est problématique et l'Union européenne a déjà prouvé à plusieurs fois que, ils ne pensaient pas en amont, des approvisionnements, autres, avant de faire les sanctions. Ils font les sanctions, puis après ils se disent: «Mmh, qu'est-ce qu'on va faire maintenant?» Parce qu'il y a une manière assez étrange, d'organiser, heu, l'affrontement commercial avec la Russie. Ils veulent davantage exclure, les banques russes du système SWIFT ou ceux qui travailleraient avec, le système bancaire, sauf que bon, comme on l'a expliqué, déjà avant le sommet de Kazan, avant les nouveaux systèmes, la plateforme qui se met, petit à petit en place, les Chinois et les Russes ont développé, des systèmes, SWIFT parallèles. Donc ça gênera, des gens et puis, en particulier s'attaquer, des sanctions supplémentaires à ceux qui aident au commerce du pétrole avec cette flotte fantôme, donc traquer, les navires de eux aussi la les navires de la flotte, fantôme, qui permettent le transport du pétrole russe. Le problème, c'est que cette flotte fantôme, bah, amène du pétrole, russe, entre autres en Inde, où il est raffiné et vendu à l'Europe. C'est que si si ces sanctions réussissent, ce qui me semble assez improbable, eh bien, on n'aura aucun effet. Et là-dessus se rajoute ce que tu nous as envoyé Pedro, qui est bon, on est quand même Ah, est-ce que je peux citer madame Kallas? Parce que c'est dans le quand même très comique drôle. extrême, oui, tu vas citer Madame Callas, mais franchement, le problème, c'est les Xbox, enfin et PlayStation. Ouais, non, mais madame Kallas, Et donc de toute façon, a avant Madame Callas, parce qu'on aime beaucoup Madame Callas, l'inénérable Madame Callas, dont le papa était un grand chef du Soviet suprême, en URSS, hein, quand même, faut le savoir, et dont le mari est dans un scandale d'échanges commerciaux, et de corruption avec la Russie. C'est pas grave, hein. Faut surtout, faut que les autres fassent la guerre, mais en famille, on peut continuer à dealer avec la Russie. Bon, heu, ouais, c'est alors laisse-moi pas la la citer. journée. Ouais. Elle dit, quand même que la Russie faisait preuve d'une très grande créativité dans la recherche d'équipements alternatifs pour ses forces armées. Elle dit même des éléments tels que les consoles de jeux vidéo parce que apparemment c'est avec ces consoles qu'ils font fonctionner les drones. Alors je suis désolé pour madame Kallas, mais les drones chinois, en particulier DJI, marchent très bien sans Xbox et sans PlayStation. Bon, c'est Exactement. Oui, donc ce que je disais, c'est que au début des sanctions, bah, pendant 2 semaines, il y avait plus d'iPhone à Moscou et au bout de 2 semaines, ils étaient là, 30 plus cher. Donc de toute façon, vous pouvez pas bloquer la vente d'Xbox, à la Malaisie, par exemple, ou, que sais-je, à Singapour ou à la Chine, parce que ces entreprises ont envie de les vendre. Donc il va juste se passer ce qui se passe avec, et ce qu'a dénoncé, très, avec raison Viktor Orban quand il présidait l'Union européenne et qu'il a dans ce célèbre discours qu'on aime beaucoup, où il a attaqué en direct à 5 mètres de distance madame von der Leyen, où il disait: «Mais vous osez critiquer le fait que nous ayons des relations commerciales, avec la Russie ou que des Russes travaillent, en Hongrie, mais vous savez combien, l'Allemagne gagne d'argent en augmentant ses ventes de machines-outils, de voitures à l'Azerbaïdjan, au Turkménistan, parfois de 200, 300, 400, 500. Tout le monde sait très bien qu'il n'y a pas plus de Volkswagen ou de BMW au Turkménistan. Elles vont ailleurs. Bon, bah, c'est pareil. Donc, en plus, c'est absurde. C'est-à-dire que si vraiment il y avait une nécessité stratégique, fondamentale à bloquer les Xbox et les PlayStation 4 ou 5, bah, de toute façon, ça ne marcherait pas. Mais en non, plus, comme tu as dit, Pedro, c'est ridicule. bah, c'est surtout qu'ils disent, que c'est la question des joysticks. Il y a tellement de joysticks fabriqués à pas cher dans partout, en Chine ou partout. Je vois pas pourquoi ils prendraient les plus chers pour ça. Ça n'a pas Ah mais Pedro, tu es pas au courant? La Xbox, elle est fabriquée à Tourcoing et les PlayStation sont fabriquées, je sais pas où ça, en Italie. C'est déjà fabriqué en Chine et en Asie et donc
Je Non mais on a des on je sais pas qu'est-ce qu'ils fument, en fait. C'est très étrange. Un grand problème en oublie. Occident, c'est qu'on a cette attitude de quasi religieuse, de croire que le verbe est performatif, comme dans la Bible. Au début était le verbe. C'est bien pour la Genèse, c'est bien pour la Bible, c'est bien pour les croyants, ça. Mmh. Mais on peut pas juste déclarer des choses et penser que ça va se produire juste par le fait de l'avoir déclaré. Pourtant, depuis 3 ans, heu, on voit que c'est exactement ce qui se passe. Mmh. Non, tout à fait. Ah et surtout, alors peut-être que madame Kallas, en fait, se préoccupe pour, la démographie russe qui marche pas trop bien et se dit que s'il y avait moins de consoles de jeux, les gens feraient plus d'enfants, tu vois? Peut-être, on sait pas. C'est peut-être Ouais, c'est ça. Fifi70 qui nous écrit: «Avec un baril à 45 les Russes gagnent encore de l'argent». C'est pas le cas avec le schiste, USA. Bah oui. Les Russes, comme vous le dites Fifi, 70, les Russes, ont un budget qui est calculé à 40 le baril. Et d'ailleurs, justement, et là aussi on peut voir, clairement, une révolution de couleurs, s'approcher. On se retrouve avec Robert Fico, donc en Slovaquie, un pays qui, ne semble pas très aligné, sur la politique d'Ursula von der Leyen et de Donald Trump ou Joe Biden, qui d'un seul coup est ultra attaqué par plein de gens qui trouvent que ça va pas, heu sa politique étrangère et cetera, alors qu'il a été élu démocratiquement. Et donc, on est, sur, une attaque, vraiment, construite et médiatique, hein, avec des psychiatres qui écrivent, des représentants de la société civile, des organisations et cetera. Ça rappelle furieusement justement les nombres de révolutions, de couleur qu'il y a eu et comme par hasard, derrière, on sait que l'objectif, c'est d'attaquer les Russes ou de, les affaiblir, surtout pour ceux qui les soutiennent. Donc qu'est-ce que tu as à dire sur cette crise avec, monsieur Fico? Mais là, on a quelque chose qui est central. C'est un vrai problème démocratique, en Europe. Maintenant, c'est su, j'en avais parlé, ça m'avait coûté assez cher, socialement, on peut le dire. Maintenant, c'est su et déclaré, officiellement aux États-Unis, 2014 était un coup d'État, monté, entre autres par la CIA, le secrétaire d'État avec, madame, Nuland, entre autres, qui était sur, Maïdan et quelques autres. Heu, on a eu la même chose, en Géorgie. On a eu récemment l'annulation d'une élection en Roumanie avec, parce que le candidat aurait été pro-russe. Bon, heu, et on a eu, l'inénarrable Thierry Breton qui sur TF1 a dit, «Mais si en Allemagne, l'AfD gagne, on fera pareil comme en Roumanie». Non, c'est ouvertement dit, en fait. Heu, Or, l'Union européenne est censée, défendre, des valeurs, et des principes, heu, des lumières, des principes, occidentaux, dont la démocratie. Or voilà que, mais Fico, il plaît pas, parce que Robert Fico, qui est de gauche, cette fois-ci, c'est pas quelqu'un qui est de droite ou d'extrême droite, c'est un parti social il vient d'un parti social-démocrate, heu heu, a une vision différente, sur la question géopolitique, a des problématiques nationales énergétiques et est en conflit, régulier avec, Zelensky. Eh ben, c'est pas bien et il y a eu des manifestations organisées, à Bratislava, en Slovaquie, massives. Je ne sais pas si vous avez vu les images, c'était assez impressionnant. Et comme le dit Pedro, tout est organisé pour Fico devient pas un sorte de, pas de dictateur, mais bon, quelqu'un de louche, d'étrange, anti-européen, pro-russe. Bon, et le peuple, lui, il veut la liberté, et bien évidemment, ne veut pas des agents russes au pouvoir. Bon, tout ça est une construction. Et le problème, c'est que Robert Fico a été élu en 2023, il n'y a pas si longtemps que ça, avec un soutien populaire massif. Son parti Smer SSD a 41 sièges au Parlement,
heu et il a lui-même été élu avec un vote populaire massif. Voilà. Il a subi une tentative d'assassinat, il y en a eu d'autres qui ont subi des tentatives d'assassinat. Hem, le tireur, heu, un certain Juraj Sintula était proche de l'opposition slovaque, et n'était pas d'accord avec, ce que faisaient les positions de Robert Fico sur la question, ukrainienne. Et là, on découvre que les manifestations, la grande manifestation, qui était organisée, a été organisée par une ONG qui s'appelle Mier Ukraine, et dont le leader, un certain Martin Kulish, qui est, très, très proche, avec, le gouvernement ukrainien. Et on a toute une série d'ONG, donc organisations non gouvernementales, d'associations, dont beaucoup sont financées d'une manière ou d'une autre par les États-Unis, par les associations, par George Soros, heu, qui se sont, mis à organiser ces manifestations, dites démocratiques. Voilà, en disant que c'est l'Europe, que Fico est contre l'Europe, ce qui est complètement délirant. Et puis personne, jamais, on peut chercher longtemps, Fico n'a jamais rien dit contre l'UE, il veut absolument rester dans l'UE. Ils n'ont jamais remis l'adhésion de la Slovaquie dans l'UE n'a jamais été remise en cause ni par Fico, ni par un seul des députés ou leaders de son parti Smer SSD, donc ça n'a rien à voir. C'est Fico qui a assuré l'entrée de la Slovaquie dans Schengen, donc totalement, de ce point de vue-là, européiste. Euh, il y a juste une tension forte sur l'énergie et sur la manière dont les choses sont conduites et les conséquences que cela peut avoir pour les choses dont la guerre est conduite en Ukraine et les conséquences que ça peut avoir pour l'Europe. Et en plus, alors là, crime de lèse-majesté absolue, il est contre l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, considérant que cela va causer un problème d'équilibre et de sécurité générale avec la Russie. Et il le dit au même titre que le disaient Madame Angela Merkel et Nicolas Sarkozy dès 2008. Donc voilà, Robert Fico joue son rôle de Premier ministre de son pays et essaye de ne pas se retrouver avec des factures d'énergie impayables ou pas d'énergie du tout, puisque c'est la situation est quand même relativement grave dans son cas, et a une position géopolitique qui est tout à fait sensée. Eh bien, c'est pas bien. Euh, et comme c'est pas bien, eh bien, on organise des manifestations et des tentatives de renversement, de facto, parce que c'est de cela dont il s'agit, d'un gouvernement démocratiquement élu. Mais sous couvert de démocratie, sous couvert de gentillesse, sous couvert de bougies qui sont tenues à la main. Ça fait bien sur LCI et dans nos médias. C'est assez incroyable. On a une perte du principe démocratique dans l'Union européenne. Et le problème, c'est que, en dehors de ceux qui sont manipulés par nos médias, en dehors de ceux qui nous manipulent, le reste du monde le voit. Alors Georges, avant de passer à notre invité, Jessie Angers-Robert, qui va venir nous parler, de Mayotte, j'avais une dernière question parce que parmi, j'ai reçu des messages privés sur Twitter et cetera. Beaucoup, de nos téléspectateurs s'interrogent sur ce qui se passe en RDC et en particulier, à Goma, Mmh. l'ambassade française attaquée, le Rwanda, l'Angola, toute cette zone. Est-ce que Non, mais tu pourrais pas nous préparer un petit ligne de front là, pour si, ça? si, je suis dessus. Sachez qu'en début d'année, j'ai un papier qui a été refusé à la revue politique et parlementaire sur la situation en RDC où personne n'en parlait trop. Pas parce que le contenu, parce que c'était trop long. Donc là, je ne peux pas vous répondre en deux coups de cuillère à peau. C'est une zone très peu connue des Occidentaux, très peu connue des Européens, très peu connue des Français. Même la cartographie de cette zone est très très vague dans les consciences. Les ethnies, c'est très vague. Les religions, c'est très très vague. L'histoire est très très vague. Éventuellement, certains se souviennent du dictateur Mobutu ou du génocide des Tutsis, des Tutsis, oui, par les Hutus en 94 au Rwanda, et puis ça s'arrête là. C'est très compliqué à expliquer, et donc oui, c'est en préparation, et on va faire ça, et on espère pour ce week-end, et on espère le faire le plus clair possible,
compte tenu de la difficulté. Ben, merci Et comme Georges. dit Hypatie, c'est difficile de faire court parfois et là, j'y arrive pas trop, en fait. Voilà, je vous le dis Oui, franchement, surtout que donc le on est dessus, mais voilà, on va finir par y arriver. la RDC est un, dossier tentaculaire, si on peut dire, avec des implications géopolitiques. Il y a la fin de la colonisation, aux différents groupes ethniques, aux différentes sphères de pouvoir, aux ressources minières, du moins. C'est c'est pas mince. On n'est pas juste dans un petit conflit de voisinage, comme ça peut arriver. On est vraiment dans un sujet intriqué avec des intérêts très complexes, et donc et je sais que toi, quand tu as été jeune, tu as été dans ces coins-là, donc tu connais très bien la situation.